Bonjour à tous et bienvenue donc au webinaire de Transfert Presse. Donc il va être consacré aujourd'hui à la préparation des fichiers amalgame pour les transferts que vous pouvez commander chez nous, donc en monocouleur, en MSO, et aussi on fera un petit point sur le bon de commande DTF pour la préparation des fichiers. Je serai accompagné aujourd'hui par Teng qui va me suivre et qui va nous expliquer, qui va nous faire les démos en live avec les écrans interposés pour nous montrer comment un petit peu déjouer tous les petits pièges qu'on peut rencontrer dans la préparation d'un fichier, dans la préparation de l'amalgame, avant de le poster, bien sûr, sur notre site www.transferpresse.fr. Très important pour éviter, bien sûr, les sources d'erreurs, les rendus qui ne seraient pas voulus ou divers problèmes de police ou d'image ou de logo qui seraient mal finis. On fera aussi un petit point sur la vérification de fichiers. C'est une option qui est disponible sur tous les bons de commande de transfert chez Transfert Presse. Là, c'est quand même assez important et on verra avec Teng, bien sûr, en quoi consiste ce contrôle, cette vérification de fichiers, quels sont les points qui sont systématiquement contrôlés et ce que nous pouvons éviter en prenant cette option de vérification de fichiers. Alors, je ne sais pas si Teng m'entend. Oui, il est pas très loin, il est juste à côté de moi. Bonjour tout le monde. Voilà. Bon, en tout cas, un grand merci de m'accompagner sur ce webinaire pour présenter un sujet qu'on avait déjà abordé l'année dernière. Là, on va l'aborder d'une manière un peu plus complète. On va faire le point sur des choses qu'on n'avait pas eu le temps de voir la fois dernière, et avec une belle démo, avec une préparation vraiment de fichiers en live. Donc, je pense que ça va être très très intéressant et très ludique. Voilà, donc c'est un webinaire qui promet d'être sympa. Je voulais faire aussi, surtout très très important, toute l'équipe de Transfert Presse vous remercie pour votre participation aux journées portes ouvertes 2023 chez Transfert Presse qui ont eu lieu la semaine dernière, les 8 et 9 novembre. Voilà, on a eu énormément de monde. Je pense qu'on a atteint facilement les 140 visiteurs sur 2 jours. Tout s'est extrêmement bien passé. On a passé un excellent moment avec tout le monde. Il y a eu des visites de l'atelier, des visites des différents secteurs commerce, préparation de commandes, marketing, secteur PAO, etc. avec des explications, avec des encadrants à chaque fois. Il y avait plein de petites animations. Il y avait beaucoup de promotions aussi très intéressantes. N'oubliez pas les promotions des journées portes ouvertes qui se terminent le 20 novembre. Voilà, donc ça c'est très important. En tout cas, on est encore une fois ravis, toute l'équipe Transfert Presse et la direction, de vous avoir reçus dans nos locaux, d'avoir passé tous ces moments ensemble. On remercie bien évidemment aussi tous nos fournisseurs qui sont venus nous prêter main forte pour ces occasions. Je pense notamment à Roland, Chromalux, Sogras, Cef, Secabo, qui sont donc tous venus vraiment pour nous apporter un soutien technique et des conseils, et puis qui sont venus avec leur bonne humeur. Encore un grand merci à toutes et à tous, donc visiteurs et bien sûr les participants, et un grand merci à tous nos collaborateurs chez Transfert Presse qui ont fait en sorte que cette journée, ces 2 jours ont été un véritable succès. Et j'ai oublié bien sûr un partenaire très très important, John Air. Voilà aussi un grand merci à John Air d'être venu pour la présentation des compresseurs. Voilà. Et écoutez, moi je propose que Teng, tu peux éventuellement commencer. Donc le premier sujet, c'était le transfert monocouleur, la présentation des fichiers monocouleurs, donc pour la préparation d'un amalgame, dans le but de passer une commande sur le bon de commande sur notre site Transfert Presse. Ok, donc bonjour à tous. Donc on va aborder ce sujet-là. On va essayer ensemble je vais vous montrer en tout cas comment on fait pour monter un fichier pour du monocouleur. À savoir que nous, en transfert sérigraphique monocouleur, on travaillera uniquement avec du fichier vectoriel. Alors, pourquoi du fichier vectoriel? C'est tout simplement pour une question déjà de qualité.
parce que en image bitmap, c'est-à-dire avec des pixels, on peut avoir de toute qualité. Donc on privilégie le fichier vectoriel en priorité. Donc là, on va tout simplement faire un amalgame très basique. Donc en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé quelques petits logos. À savoir que sur le transfert sérigraphique monocouleur, beaucoup de nos clients fournissent les amalgames tout noirs. À savoir que c'est pas parce qu'il apparaît en noir sur le fichier que l'impression se fera en noir. En fait, ce qui fera vraiment foi, c'est la couleur d'impression qui a été sélectionnée sur le site. Un fichier fourni en noir, nous on pourra éventuellement l'imprimer en rouge, en jaune, en blanc, il n'y a pas de souci. Donc là, pour le coup, je l'ai présenté en noir. Hop, j'ai plusieurs logos. Ça se présente comme ceci. On a plusieurs logos séparés. On va tout simplement les prendre les fichiers et travailler sur une base. En fait, alors moi personnellement, je préfère travailler sur des bases comme ceci. En fait, là, c'est un format A3 dans lequel j'ai inclus un petit tracé bleu pour délimiter la zone du gabarit. Parce qu'à savoir que sur nos gabarits, bien que ce soit du A3, du A4 ou quoi, on a une marge, en fait, la prise de pince qui est à prendre en compte. Donc, pour le coup, bon là pour le coup, je travaille sur un format A3. Le gabarit est de 28 par 40. Tout à fait. Hop. Je vais tout simplement faire un montage quelconque. Voilà, donc on essaie de pas dépasser le tracé bleu. Hop. On met à 3 à 4, c'est un repère en fait. Le format utile de la 3 par exemple, c'est 28 par 40. C'est à chaque fois bien indiqué et précisé sur notre site, bien sûr. Et quand vous téléchargez le gabarit, vous allez avoir donc cette même zone, elle est complètement utile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prévoir des marges de sécurité ou quoi que ce soit, vous pouvez être en bord à bord, comme vous le voyez sur le montage de Tengler à l'instant. Voilà. Hop. Du coup, alors libre-vous de mettre les logos comme vous voulez, de les espacer comme vous voulez. Là, ce n'est qu'à titre d'exemple, ce que je fais là. Hop, voilà. Alors, petite précision, je vous conseille tout de même, alors vous pouvez mettre autant de logos que vous voulez, peu importe l'espace que vous utilisez dans la surface, je vous conseille tout de même de laisser un petit espace entre les logos pour tout simplement vous faciliter la vie lorsque vous allez recevoir les planches pour pouvoir découper tranquillement à coups de ciseaux, à coups de cutter, ou alors faire en sorte de faire des coupes franches pour pouvoir couper au massicot. Hop. Donc voilà. Du coup, là, j'ai fait un montage très rapide et assez grossier. Donc, comme je disais, on évite de dépasser de la zone de travail. Hop. Je présente tout, en fait, là, grosso modo, tout ce qui sera apparent dans mon amalgame, là, en l'occurrence, le noir, sera ce qui devra être imprimé. Voilà. Vous voyez également que dans ma fenêtre de calque, je travaille sur 2 calques différents. Tout simplement pourquoi? C'est parce que on préfère différencier l'amalgame des couleurs textiles. Donc là, en l'occurrence, imaginons que ce soit une impression de noir pour du textile bleu, par exemple. Je vais tout simplement simuler en arrière-plan, ici, hop, un fond bleu. Un fond bleu, alors pourquoi? C'est tout simplement la couleur du textile. Pour nous, opérateurs PAO, ça va être quelque chose de très important. Selon la couleur du textile, on aura plus ou moins besoin de mettre une sous-couche de blanc. Et c'est surtout bien différencier les calques. Un calque pour les fonds textiles et un calque pour l'amalgame. Pour éviter en fait éviter de tout mettre sur le même calque pour éviter toute ambiguïté.
C'est assez logique et puis ça permet, voilà, en effet, de lever tous les doutes possibles. Je me permets un petit mot, n'hésitez pas à participer, à poser vos questions dans le chat. Hein, Teng et moi, on répondra en live à toutes vos questions s'il y a des questions qui viennent comme ça en voyant la démo. Voilà, merci Teng. Du coup, on va passer, là c'est vraiment le montage pour le monocouleur, c'est vraiment le montage le plus simple, qui ne demande pas forcément beaucoup de manipulation, comme vous avez vu. On va passer au montage du fichier MSO. Alors, fichier MSO ou bien fichier premium, mais là, hop. Voilà. Là, on travaillait du vecteur pour le monocouleur, on l'a vu, c'était des éléments, un logo avec des éléments vectorisés, on voyait les tracés de dessin et il n'y avait bien sûr pas d'image hein, sur l'amalgame que Teng a travaillé avec les logos Transfer Press, on le voyait bien voilà, dans Illustrator. Tout à fait. Donc là, pour le coup, on va passer sur le transfert MSO. Transfert MSO qui, du coup, est un mélange de quadri et de sérigraphie. Donc là, pour le coup, alors je passe en mode tracé. Pour ceux qui connaissent, en fait, ça permet de voir ce qui est vectorisé, ce qui ne l'est pas. Donc là où on voit plein de petits traits de vecteurs, ce sont des fichiers vectoriels. Par contre, là, en l'occurrence, il y a une belle image ici. En quadri, c'est une image à pixels, pour le coup, on le voit bien ici. Sur ce type de transfert, on va pouvoir mixer les images dites bitmap et les images vectorielles. D'accord, là on voit bien, l'image est quand même symbolisée par un trait, mais ce n'est que le cadre de l'image. Voilà. Tout à fait. Alors, pour ce type de transfert, on va demander, on accepte les images bitmap à condition qu'elles soient détourées. Donc là, vous voyez, pour le coup, l'image a été détourée de manière correcte. Il n'y a pas de fond blanc. À savoir que quand on prend une image sur Internet, il y aura la plupart du temps un aplat blanc dessous. Bien nettoyer le fichier avant de faire son amalgame. Parce que toute couleur apparente sera potentiellement imprimée. Voilà, c'est important. Si vous avez oublié des petits pixels, vous avez fait un détourage un petit peu à la va-vite, où on manque de précision, où on a oublié des éléments, bah, vous allez vous retrouver avec des petits morceaux de blanc imprimés ou de couleur éventuellement, et ce sera pas optimum. Tout à fait. Donc ce sera, au niveau du montage, rien de particulier non plus, ce sera comme pour les fichiers monocouleurs. Là, je sélectionne tous mes fichiers, je les coupe. Je vais aller retravailler sur une base. Donc là, on retrouve le tracé bleu qui délimite la zone d'impression possible. Tout à fait, qui lui aussi donc fait toujours 28 par 40. Repréciser bien sûr sur le site. Gabarit que vous pouvez aussi télécharger sur chaque bon de commande de transfert. Hein, comme ça, ça peut éviter les erreurs ou vous guider. Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, pareil, on va travailler sur des calques différents. Toujours séparer les calques de l'amalgame du fond textile et de la découpe laser. Je vous en parlerai juste après. Donc là, on fait le montage, on travaille sur le calque de l'amalgame. Donc pareil, libre à vous de faire le montage que vous voulez. Hop. Là, je vais faire juste un truc. On peut avoir du logo cœur, du logo dos, du logo manche, pour des casquettes, pour des t-shirts, pour de la bagagerie, peu importe, vous pouvez tout mettre dessus. Du coup, ici, sur le transfert MSO, il y a un truc qui est super important, c'est connaître la couleur exacte des textiles. Pourquoi? C'est tout simplement que dans le procédé du MSO, on va appliquer autour de vos logos un filet technique approchant de la couleur de vos supports. Donc filet technique qui nous permettra dans un premier temps déjà de caler correctement la sous-couche de blanc qui viendra dans un second temps, et c'est aussi un filet qui nous permettra, en cas de micro-décalage de cette sous-couche de blanc,
qui viendra taper dans ce liseré qui sera approchant de la couleur du textile. D'où le fait que du coup, on demande au client de connaître la couleur exacte pour chacun des logos. C'est important, c'est donc important à préciser sur le bon de commande MSO, papier, voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas précisé, je ne sais pas si on le verra tout à l'heure, mais qui ne sera pas précisé en tout cas sur le MSO Premium, lui qui est sans liseré de sécurité. Voilà, en tout cas, là dans ce cas-là, c'est très très important en effet. Donc on va continuer. Une fois qu'on a fait notre montage de fichier sur le calque du fond, je vais tout simplement faire simuler la couleur des textiles par rapport à chacun des logos. Il se peut que tous les logos aillent sur la même couleur de textile. Dans ce cas de figure, on va tout simplement faire un grand aplat d'une seule couleur pour tous les logos. Dans le cas de figure où on a plusieurs couleurs de textile pour la même planche, ce qui arrive très régulièrement, on va tout simplement faire des formes géométriques. Hop, sous chacun des logos. Hop. Cela, en fait, ces aplats de couleurs-là ne seront pas imprimés. Ça nous sert, nous, seulement pour les opérateurs PAO, pour définir notre couleur de liseré pour le MSO. Hop. Alors, j'ai une petite question, Teng, par rapport à ça. Si, par exemple, l'astronaute était apposé sur des t-shirts jaunes, orange et vert, comment on fait dans ces cas-là? D'accord. Alors, c'est un cas assez particulier, en effet. Une question piège. Une question piège qu'on voit assez rarement, mais qu'on voit. Dans ce cas de figure, soit préparer un fichier avec des fonds de couleurs, donc comme ceci, et en commentaire, lorsque vous passez la commande, préciser préciser que pour tel logo, j'ai besoin, aller sur 20 feuilles, disons, j'ai besoin de 5 feuilles avec un liseré jaune, 5 feuilles avec un liseré noir. Ça, c'est possible. Très bien. Le logo astronaute qui est sur fond jaune, j'en ai besoin de autant sur fond jaune, autant sur fond vert, autant sur fond bleu. Ça, c'est possible en commentaire client. Voilà, bien préciser le nombre de feuilles qu'il faut pour que nous, on puisse préparer les fichiers en fonction. Oui, tout à fait, c'est important. Donc là, du coup, dans ce cas de figure, donc vous voyez, les couleurs de textile sont bien sur un calque à part que je verrouille, comme ça au moins je ne peux pas aller toucher à ces fonds-là. L'amalgame. Et dans le cas où vous passez du commande de MSO support polyester, il y a la découpe laser qui est disponible. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, on demandera au client de simuler la découpe laser. Alors, pour simuler ça, il suffit tout simplement donc de travailler également sur un calque à part. Pourquoi travailler toujours sur un calque à part de l'amalgame? C'est juste pour éviter qu'on confonde ce qui est imprimé et ce qui ne l'est pas. Voilà. Là au moins, en fonctionnant de cette manière-là, il suffit que je décoche le calque du laser, que je décoche le calque du fond, je vois tout ce qui est à imprimer. Et uniquement ce qui est à imprimer. Voilà, parce que là, c'est assez simple, mais vous rajoutez des traits qui symbolisent la découpe laser que vous souhaitez sur un fichier avec des logos qui sont très compliqués, que beaucoup de finesse avec, ça peut être, voilà, on peut confondre. Il y a un risque. Donc d'où l'idée de séparer en calque. Ouais. Tout à fait. Donc du coup, sur le calque du laser, pour simuler une découpe laser, alors libre à vous, vous pouvez tout simplement faire des coups de pinceau pour séparer les logos, ou alors nous, ce qu'on aime bien, c'est tout simplement simuler la découpe laser avec des traits magenta, par exemple. Voilà. On regarde un petit peu cette logique pour ceux qui connaissent le travail sur les machines de découpe ou les machines d'impression découpe.
ce fameux cut contour, donc contour de découpe, qui est souvent symbolisé et utilisé en programmation comme étant du magenta en ton direct, voilà, avec un nom bien spécifique qui ensuite est reconnu par la machine comme étant de la découpe. Bah, chez nous c'est pareil, voilà, vous allez nous indiquer ce que vous voulez. Alors est-ce qu'on peut faire des découpes un petit peu arrondies, un petit peu où on est obligé d'avoir des découpes rectilignes? Alors, en découpe laser. La découpe laser est potentiellement possible avec des courbes. D'accord. Par contre, c'est vrai que nous, au niveau de manière générale, on va faire des découpes comme simulées sur le fichier là en question. D'accord. C'est une question de rapidité d'exécution. Oui. C'est des fichiers, on en traite énormément tous les jours. Il arrive parfois que des clients veuillent une découpe très particulière. Oui. Dans ce cas-là, bien le préciser en commentaire qu'il faut respecter la découpe Oui. en question, parce que c'est vrai que nous on aura tendance à faire des découpes rectilignes. À simplifier des découpes en courbe éventuellement en rectiligne parce que ça fonctionne et parce que ça fait gagner du temps. Donc Tout à fait. soit vous faites confiance en notre secteur PAO et vous aurez de toute façon une bonne découpe, soit il y a vraiment un besoin particulier de découpe, auquel cas, comme l'a dit Teng, le préciser encore une fois dans les commentaires clients. Voilà. Oui. Juste une petite précision, pour l'option découpe laser, c'est une option qui est payante sur le site. Nous, on demandera à avoir un minimum d'espace entre les logos. Donc là, en l'occurrence, entre les logos-là, un minimum de 10 mm. Très bien. En fait, en dessous de cette valeur-là, la machine découpe laser, bien qu'elle soit calibrée, elle a une marge de tolérance. Donc en dessous de ça, nous préférons pour ne pas risquer d'abîmer le logo ou de couper sur le logo ou quoi que ce soit. Hein, il peut y avoir des petits décalages quand ça passe en découpe laser, ça peut dans le traitement du fichier. On a aussi beaucoup de chauffe, hein, c'est quand même un laser, etc. Donc pour préserver votre marquage, respectez, c'est très important, une marge minimum entre les logos de 10 mm. Tout à fait. Dans le cas où ce n'est pas respecté, la PAO reviendra vers vous en vous précisant le problème. Exactement. Même si on n'a pas pris la vérification de fichier, sur ce point-là, la PAO peut nous interpeller? En effet, non. Si, excusez-moi. Même si la personne n'a pas pris la vérification de fichier, on va revenir vers le client parce qu'il a payé l'option découpe laser. Si nous, on n'est pas en mesure de faire la découpe, on va prévenir le client. L'option est prise, donc là, il y a un retour qui est fait sur cette option. Vous aurez donc par la suite la possibilité de suivre un petit peu les conseils de la PAO ou de, bien sûr, modifier votre fichier et le reposter tout simplement de manière très facile. On a d'ailleurs des petits tutos pour ça. Vous allez chercher votre facture, votre commande et vous allez pouvoir aussi, c'est encore disponible ou possible, changer votre fichier, faire un changement de fichier tout simplement à la suite du mail et des conseils de notre secteur PAO. Tout à fait. Juste une petite information, le système de montage de fichiers, comme je viens de vous montrer là pour le MSO, fonctionne également pour le MSO Premium. À savoir que certes, sur le MSO Premium, nous avons moins besoin de connaître la couleur du textile, mais pour nous, connaître aussi la couleur du support peut éventuellement mieux conseiller le client par la suite en cas de soucis techniques en PO. Très bien. Moi, j'avais aussi une petite remarque par rapport au fichier. Oui. On l'a vu tout à l'heure, tu as copié-collé les fichiers. On évite de faire fichier importé ou si on fait fichier importé, on devra incorporer les images. Donc là-dessus, c'est un petit peu plus technique, mais il faut surtout pas l'oublier. Donc le plus sûr, c'est de copier-coller dans tous nos éléments, nos logos, nos images dans un amalgame. Ça permet d'incorporer automatiquement les images. Si jamais on fait du fichier importé, avant de passer commande, il faudra bien sûr penser à fixer, incorporer les images. Sinon, quand nous les recevrons, vos fichiers, quand on va les ouvrir, le lien qui rapporte cet amalgame à l'image d'origine, on ne l'aura plus, il sera cassé. Voilà, c'est une petite
petite aparté technique. Voilà. Ouais. Après ça, il n'y a pas de souci, on va y revenir après. Ah oui, bah parfait. Bah merci. Il n'y a pas de souci. Du coup, au niveau du montage MSO, il n'y a pas plus à savoir. Ce qui est très important, comme je vous le disais et je le répète, c'est surtout de bien séparer les calques. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça évitera beaucoup de problèmes au niveau du traitement de fichiers. Ouais. Bon, c'est bien. En tout cas, c'est une démo bien claire avec les fonds, les découpes et tout ça. Je pense que ceux qui avaient encore des petites questions, des petits doutes sur la préparation de l'amalgame MSO, je pense que là, on est bien. Oui, tout à fait. Surtout ne pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure donc, des explications. Oui. Parce que c'est vrai que c'est très, très grossier, on va dire, l'explication quand même, parce que ça relève quand même on va dire, des compétences sur les logiciels, donc ça peut paraître très facile à l'écran de voir comment on fait, mais il y a tout un tas de préparations en amont pour arriver à ces résultats-là quand même. Notamment le détourage d'image. On ne va pas le faire dans un logiciel de dessin ou d'amalgame. Alors il y en existe plein, hein, Illustrator, CorelDRAW, Canvas, j'en passe, c'est les meilleurs. Mais bien sûr qu'un détourage, un nettoyage d'image se fera plus dans un logiciel d'image comme Photoshop, par exemple. Hein. Tout à fait. On va parler un petit peu du DTF qui est en train d'exploser un petit peu en ce moment et pour le coup qui demande des contraintes techniques un peu plus particulières. Sur ce procédé-là, on accepte un peu tous les fichiers. Alors, un peu tous les fichiers, c'est surtout aux fichiers vectoriels en priorité, parce que fichier vectoriel, il n'y a rien de mieux en termes de qualité. En termes d'image bitmap à pixels, on accepte donc des documents au format TIFF, PNG ou bien PSD. À condition qu'il soit à 300 dpi. Alors, 300 dpi de bonne qualité. Parce que, pourquoi je précise ça? C'est parce qu'il arrive très souvent qu'un client prenne une image sur le net qui a 72 dpi, qu'il l'importe dans Photoshop et qu'il le convertit en 300 dpi. Ça ne changera pas certes, il sera en 300 dpi, mais la qualité de base était déjà de mauvaise qualité, donc ça ne changera pas la qualité en soi. On peut réduire une image, par exemple, de 600 dpi à 300 dpi sans altérer la qualité de l'image, mais on ne peut pas, à l'inverse, passer d'un 72 dpi à du 300 dpi, puisque de toute façon, le logiciel va faire une réinterprétation, on va avoir une pixelisation de toute façon. Donc là, on se concentre sur du 300 dpi. Est-ce que des fois, on peut descendre un petit peu en dessous? On ne préconise pas. Alors, on ne préconise pas. Alors, pourquoi? C'est déjà dans un premier temps pour une question de qualité. Oui. Parce que en effet un client qui envoie une image de 72 dpi et qui a quand même correctement bien détouré, on peut le faire certes, mais voilà, au niveau qualité le rendu sera pas génial, quoi. Un résultat qui sera pas terrible, surtout c'est dommage si on est sur un objet comme casquette, bagagerie, t-shirt, etc. Sur du papier ça peut être plus discret, sur un objet, sur du tissu, etc. On attend quelque chose de qualité, donc ce qui est tout à fait normal. Merci Tank, je te laisse continuer sur le DTF bien sûr. DTF, donc on va faire un petit aparté parce que le DTF en soi ça ne demande pas de montage particulier pour le fichier. On va travailler sur du logo unitaire. Là par contre attention à ce qui est envoyé sur le site. Je vais vous montrer un petit exemple là. Je te coupe juste 30 secondes, excuse-moi, mais c'est vrai que voilà, là on devait amalgamer, on devait mettre plusieurs logos, etc. Là c'est beaucoup plus simple. Vous devez mettre un logo, indiquer les dimensions de ce logo et vous avez indiqué les quantités de ce même logo. Savoir que les quantités minimales pour le DTF, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5. 5, tout à fait. Voilà.
Tout à fait. Donc là, pour le DTF, comme je vous disais, on accepte un peu tout type de fichiers. Priorité aux fichiers vectoriels, bien sûr. Dans ce cas de figure, en fait, alors c'est l'exemple type de fichier qui nous pose souci. Lorsque, en fait, il y a un détourage qui a été fait, mais avec des contours qui sont progressifs. Alors nous, à savoir que sur du DTF, on va travailler sur des contours bien nets et bien précis. Pourquoi? C'est tout simplement que lorsqu'on va envoyer ça en machine, on va pas pouvoir nous faire de dégradé de couleur vers du transparent. On peut pas, tout simplement, parce que la machine va tout simplement imprimer la couleur et va venir dans un second temps faire une sous-couche de blanc. Dans ce cas de figure, avec des contours progressifs, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la machine va imprimer avec un aplat blanc qui viendra du coup épouser le tour du visuel. Et lorsqu'on posera ce transfert-là sur un textile noir, on verra du coup du blanc sous l'effet de transparence ici. Oui, et on pourrait même voir un effet d'escalier ou de liseré blanc, comme un petit peu un décalage. Voilà. Donc, tout à fait. Donc, au moment du détourage, bien faire en sorte d'avoir des contours bien nets comme ceci. Je vais vous montrer. Hop. Tac. Ça, c'est exactement la même image, mais du coup avec des bords bien définis. Sur cette image-là, à droite, pas de souci, les bords sont bien définis. La sous-couche de blanc va pouvoir venir tout simplement très légèrement en retrait par rapport au visuel. Dans ce cas de figure-là, il va venir se mettre sous les pixels qui sont en semi-transparence et du coup laissera apparaître du blanc non volontaire. Voilà. Souvent, vous allez recevoir des fois même des captures écran où on peut voir aussi ce phénomène. N'hésitez pas dans vos logiciels de création à zoomer, à vérifier. Voilà, parce que comme l'a dit Tank tout à l'heure, des fois on a un fichier, on l'a contraint un petit peu à 300 dpi et c'est affiché 300 dpi, mais quand on zoome, on se rend compte très très vite qu'il n'y a pas besoin de zoomer à 200% ni à 300% pour voir qu'il y a un effet de pixel, et cet effet de pixel rendra un escalier ou du blanc qui va dépasser, voilà, des choses pas précises et mal finies. Tout à fait. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce process-là. Alors, on n'a pas beaucoup de questions pour l'instant dans le chat. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints entre deux. Grand merci pour votre participation et puis vos petits mots. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas. Si pour l'instant il n'y a pas de questions, c'est que à mon avis c'est très clair. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Du coup, on va poursuivre sur la vérification de fichiers. Vérification de fichiers, donc c'est une option qui est payante sur tous les process que nous vendons. C'est une option qui ne coûte pas bien cher, c'est 9,50 €. Et avec cette option-là, en fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement que nous, au secteur PAO, on va faire une vérification poussée du document. On va vérifier plusieurs points. On va voir par la suite les différents points qu'on va aborder. Je vais vous expliquer comment éventuellement pallier à ces problèmes-là. On verra même donc une démo en live, bien sûr, des points de contrôle quand on coche et que l'on paye cette option de vérification de fichiers, ce qui se passe concrètement au niveau du secteur PAO. Tout à fait. À savoir que même un client qui est très bon sur Illustrator, sur Photoshop, n'est pas à l'abri d'une mauvaise manipulation ou même des contraintes techniques que nous on peut rencontrer à l'atelier. C'est intéressant ça. Hop. J'ai préparé. Alors. À savoir que c'est un fichier dans lequel j'ai mis un petit peu tous les problèmes qu'on rencontre le plus souvent, à ne pas reproduire bien sûr.
on va parler en fait des différents cas. En fait, il existe des tas et des tas de cas. On va parler surtout des cas les plus récurrents. Hop. Alors, pour l'instant, sur le chat, on me dit que tout est au clé et que donc les personnes confirment que c'est très clair. Ok. Donc, continuons comme ça. Ok, parfait, parfait. Donc du coup, comme je le disais, dans ce fichier-là, j'ai préparé un fichier avec les différents problèmes qu'on peut rencontrer de manière journalière et comment on peut faire pour pallier à ces soucis-là. Alors, souci qui est très récurrent, ce sont ce qu'on appelle les textes non vectorisés ou textes encore éditables. En fait, les textes éditables, ce sont tout simplement des textes, quand on passe alors en mode tracé, on va tout simplement voir, hop, là en l'occurrence, j'ai préparé un petit pavé de texte qui est encore éditable. Donc quand je parle d'éditable, c'est que je peux cliquer dedans, rajouter du texte ou modifier le texte. Alors ça c'est important, hein. C'est vrai que les textes non vectorisés ne sont pas fixés, ne sont pas considérés comme des images, et pour le peu qu'on n'ait pas la police, on risque d'avoir de gros soucis. Exactement. Alors, pourquoi on demande à ce que les clients décomposent ces textes-là? C'est tout simplement parce que vous préparez un fichier avec une typo que moi je ne possédais pas. Lorsque je l'ouvre sur Illustrator, elle va être remplacée par une typo de substitution. Il arrivera parfois, malheureusement, que même sur des typos basiques de l'Arial ou des trucs comme ça, que nous, en PO, on ne reçoit aucune alerte d'Illustrator précisant qu'il y a du texte. Oui, c'est déjà arrivé, malheureusement, sur des textes, sur des typos basiques, et que, malheureusement, il y avait un effet particulier qui avait été fait par le client sur ces typos-là. Et nous, lorsqu'on l'ouvre, il apparaît de manière différente, et ça, malheureusement... on n'a pas de message d'alerte, et ça paraît normal. Exactement. Oui, parce que de toute façon... On peut faire un point là-dessus rapide. On a des polices qui ont le même nom et qui sont faits pour PC, qui sont faits pour Macintosh. Et des fois, il y a une petite lettre ou un petit caractère spécial qui change dans le nom de la police et on se rend compte que la police ne vient pas du même endroit. Et là, en fait, voilà. Donc, pour éviter tout ça, vectorisez vos polices. Ce sera beaucoup plus simple. Tout à fait. Du coup... Là, pour le coup, donc vous voyez, j'ai pu changer la typo, tout simplement, parce qu'elle n'est pas décomposée. Voilà. Vous voyez, je survole les typographies, ça change, tout simplement parce que les typos, en fait, c'est du texte éditable, comme je disais. Je peux changer la typo, rajouter du texte si besoin. Ça, c'est complètement à bannir. Voilà, nous on ne corrigera pas les fautes d'orthographe, hein, donc envoyez-nous des fichiers avec des polices vectorisées. Tout à fait. Alors, quand vous avez des fichiers comme ça, vous pouvez, vous, de votre côté, travailler avec des textes éditables. Par contre, lorsque vous téléchargez les fichiers sur le site, il faut bien penser à sélectionner le texte en question, aller dans l'onglet texte et faire vectoriser. Une fois que vous avez cliqué sur ça, vous voyez qu'en fait, les textes sont bien devenus des vecteurs. Les vecteurs, en fait, ils apparaissent du coup sous forme de tracés. Et à partir de là, le texte, peu importe à qui vous l'envoyez, même s'il ne possède pas la typographie de base, il va pouvoir l'ouvrir sans souci. Je réponds à une petite question de quelqu'un qui nous a rejoint voilà, ici, concernant le DTF. On fait une petite aparté, on revient un petit peu en arrière, et il n'y a aucun problème. Merci pour la question, c'est le plus important. Concernant le DTF, c'est quand même imprimé sur du format A3, la quantité minimum est de 5. Est-ce que ça concerne le nombre de planches de logo? Alors, là, vous allez trop loin dans la réflexion. Pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Dites-vous que vous pouvez mettre
un logo d'une taille par exemple de 5 cm par 5 cm comme un logo d'une taille de 28 par 40 par exemple, hein, ou de 29,7-42. Peu importe, vous définissez les dimensions du logo. Et ensuite, la partie quantité va définir la partie quantité de logo. Hein, petit logo, moyen logo, grand logo. Voilà, donc si vous voulez imprimer un A3 de telle dimension par telle dimension, vous savez que c'est telle dimension par telle dimension qui va être reproduit fois 5 exemplaires minimum. Voilà. Voilà, excuse-moi, hein, mais comme ça au moins c'est clair. C'était une bonne question, c'est intéressant et on pourra, à mon avis, c'est une question qu'on pourra même peut-être développer pour que tout soit très très clair. Ok, non, voilà. Pas de souci. On a ensuite une autre question. Comment on fait pour recadrer une image bitmap sur Illustrator? Très bonne question. Très bonne question. En effet, là je vais vous montrer ici. Justement, j'ai une image bitmap. D'accord, oui. Comment recadrer une image? Tout simplement. Alors attention, là pour le coup, je vous montre avec une image avec un fond blanc. Les images avec des fonds blancs, c'est à bannir. À moins que ce soit volontaire et que ça doit apparaître sur le transfert fini. Très bien. Dans le cas contraire, si vous voulez juste tout simplement recadrer et rogner, donc les parties blanches qui dépassent par ici, en haut, sur la gauche, la droite, alors soit vous faites tout simplement, hop, en l'occurrence, un rectangle tout bêtement. Donc on va venir par exemple rogner ici, tac tac. Et en fait on va utiliser ce qu'on appelle un masque d'écrêtage. Alors, voilà, on les reprend tous les deux. Donc le cadre de ce que l'on souhaite, plus l'image en dessous. Ouais. Voilà, parfait. On sélectionne les deux. Très bien. Alors, hop, si on est ici dans l'onglet Objet, masque d'écrêtage, créer, et ça va tout simplement venir faire un masque. En fait, ça ne rognera pas l'image. C'est ça, on ne supprime rien en fait, hein, on ne supprime rien, on recadre juste. Ça va tout simplement venir créer un pochoir qui va venir rogner les parties non volontaires, et on peut à tout moment annuler cet effet-là. Très bien, très pratique. Très pratique. Alors là pour le coup je vous l'ai montré avec un tracé rectangulaire, mais bien sûr on peut faire ça avec des formes vectorielles. Oui, ça c'est pas mal ça quand on n'est peut-être pas à l'aise dans un logiciel d'image ou de retouche d'image ou avec les pixels, c'est quand même une bonne option. Ça peut aussi voilà, aider dans certains... Voilà, parce que je suppose, Teng, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on peut très bien imaginer ce petit tracé au ras du footballeur, au ras du ballon, et avoir une découpe, ou en tout cas un détourage quasi parfait avec le masque d'écrêtage. Tout à fait. Hein? Alors ça, je vous le conseille d'utiliser ce système de masque d'écrêtage sur des images quadri. D'accord. Parce que justement, là, je voulais vous parler de ces cas de figure. Là, justement, on va en profiter. Dans ce cas de figure où on a fait un amalgame avec ce logo-là qu'on a attrapé sur Internet, sauf que on ne sait pas comment faire pour le détourer de manière correcte, machin et tout. On va pouvoir tout simplement, dans Illustrator, il y a une option qui est très facile d'utilisation, c'est ce qu'on appelle la vectorisation dynamique, alors qui est utilisable pour des images une couleur ou plusieurs couleurs, mais attention à utiliser avec parcimonie, car ça reste quand même de la vectorisation très rapide. Donc là, pour le coup, je veux tout simplement récupérer le footballeur avec le petit ballon. Donc vous voyez que l'image n'est pas forcément de bonne qualité. J'ai attrapé ça sur Internet. Je vais tout simplement cliquer sur l'image. Et quand on clique sur l'image, il y a ici l'onglet vectorisation de l'image qui va apparaître. On va pouvoir tout simplement cliquer dessus. Et en 2 secondes, il va tout simplement proposer une vectorisation de l'image en question. Oui, on l'a presque pas vu, hein. Exactement. Voilà. Hop, je vais juste recliquer pour vous montrer. Là, on passe de l'image bitmap au vectoriel.
Ah oui, donc on n'a pas de perte, on a un bon résultat et on est sur un vecteur. Donc c'est même quelque chose qui pourrait même être utilisé pour la création des amalgames, pour le bon de commande des transferts monocouleurs. Voilà. Tout à fait. Alors surtout quand on utilise de la vectorisation dynamique, pensez à décomposer, parce que sinon, en fait, le travail, on va dire, est à moitié fait. Oui, regardez bien, je pense que les étapes d'après sont tout aussi importantes que la vectorisation dynamique en elle-même. Hein. Tout à fait. Après, bien penser aussi également à supprimer tous ces fonds blancs qui sont inutiles, car pour le coup, on ne veut conserver que le footballeur. Là, on a vraiment bien nettoyé. Hein, il a sectionné, hein, c'est ça, avec la flèche blanche, tout simplement, pour ne sectionner que le blanc et garder le footballeur. Voilà. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est une option qui est de base sur Illustrator et qui peut sauver beaucoup de temps. Parce que redessiner un logo, ça demande énormément de temps. Illustrator peut faire ça. Tout à fait. Peut faire ça de manière très, très rapide. On peut également, sur cette option-là, alors là, pour le coup, mon image est en noir et blanc seulement, mais on peut choisir, selon la complexité de l'image, le vectoriser en plus de couleurs. C'est ça. C'est un super outil, mais il faut l'essayer. Il faut faire des petits tests parce que, en effet, au mieux cet outil est réglé, au plus il va répondre à votre besoin. Ça, c'est assez facile quand c'est du monocouleur noir et blanc. Mais c'est vrai que quand on a un visuel en multicouleur, là, ça va être important de bien le paramétrer pour avoir un résultat convenable. Tout à fait. Alors, on va passer à la suite. Du coup. Oui. Il est déjà 11h46, donc ça passe très très vite. Donc on continue en effet sur la liste des erreurs, sur tous les points de contrôle donc de l'option vérification de fichiers. Tout à fait. Du coup, un des points qu'on contrôle, on retrouve le même visuel que tout à l'heure. Pareil que pour le DTF, en MSO ou en Premium, on va bannir ce type de fichier avec des contours progressifs. Nous, on travaillera uniquement avec des visuels, avec des bords bien nets, comme en l'occurrence autour de ce lama, des bords bien nets. Ça, en fait, on va les bannir, parce que ça va nous poser des soucis techniques. Voilà, c'est soit il n'y en a pas, soit on est sur une finition extérieure nette. Voilà. Dans le cas où on est sur l'image du chat jaune là, on reviendra certainement, l'APO reviendra certainement vers le client pour lui proposer une solution. C'est malheureusement d'appliquer un aplat de la couleur du textile sous cette forme-là. Parlant de transparence. Comme ça, on aurait donc le dégradé de l'image et on viendrait terminer en fait cet effet avec un fond du textile. Ce qui fait qu'une fois posé, on aura un rendu visuel qui sera correct et qui ne sera pas cerclé ou cerné de blanc. C'est ça, hein, c'est vraiment pour une... Très bien. Tout à fait. On va continuer sur les transparences, sur les effets de transparence. Il arrive parfois aussi que des clients nous envoient ce type de fichier. Donc, hop, dans l'onglet transparence, là, vous voyez, il n'est pas à 100%. Ce qui fait que, voilà, il arrive parfois que des clients nous envoient, hop, ce type de... Mais on ne le voit pas, hein, quand c'est sur fond blanc, quand c'est sur fond blanc, on ne voit rien de particulier. Par contre, lorsque on va le traiter, nous, en PO, et qu'on va devoir mettre une sous-couche, on va avoir ce problème. C'est que, par effet de transparence, on va voir la couleur... C'est ça, elle aura une influence vraiment sur le rendu final, en fait. Tout à fait. Ouais. Alors, ce type de fichier-là, avec des effets de transparence, à bannir, si possible, tout passer à 100%. Voilà, donc vous cherchez bien sûr l'onglet transparence, le menu transparence, et vous le remettez en opacité 100%. Tout à fait. Donc ça, vraiment faire attention, parce que parfois ça crée des surprises, ça peut créer des surprises. À chaque fois, hein, bien sûr, quand vous prenez l'option vérification de fichier, vous recevrez un mail de l'APO si on a identifié un des problèmes qu'on est en train de voir là maintenant, et vous aurez toujours, je le répète, hein, la possibilité de modifier votre fichier et le remplacer sur notre site.
Tout à fait. Alors, à savoir que on reviendra vers vous dans le cas où il y a une anomalie, mais dans le cas où tout est en ordre, on envoie quand même un mail au client pour préciser que tout est en ordre et qu'on envoie la commande en production. Oui, bah c'est une question que j'allais poser. Donc ça, c'est très bien. Parfait, Voilà. parfait. Très bien. On va continuer du coup. Donc là, Oui. on parlait des problèmes de transparence. Au niveau des finesses, donc en MSO, il faut savoir qu'on n'a pas de contrainte de finesse parce que notre process fait qu'on va englober la totalité de votre visuel. Donc même s'il y a un trait qui fait un demi-millimètre, il n'y aura aucun souci, il apparaîtra sur le transfert fini. Là, je parle bien pour le MSO seulement. Parce que sur les autres process, il y a des contraintes de finesse qui peuvent jouer sur les résultats sur le rendu final du. Tout à fait. En monocouleur, on sera à 0,5 points, soit 0,2 mm. Et en DTF, on sera sur du 1,75 points minimum, soit 0,6 mm. Voilà. Tout à fait. Autre point de contrôle de la part de la PRO, c'est on va vérifier que l'amalgame ne dépasse pas du gabarit. Dans le cas où un amalgame dépasse très légèrement, donc comme dans ce cas de figure là, à l'écran, quand il dépasse très légèrement, nous en PRO, on s'autorise à le réduire très légèrement. Alors, je parle très légèrement, c'est vraiment de l'ordre de 99, 98, 97% maxi. Très bien. On va le modifier légèrement. Pour le faire rentrer dans l'amalgame sans pour autant trop dénaturer le projet de base et aussi ne pas faire de perte de temps au client. Exactement. C'est surtout ça, parce que malheureusement, aujourd'hui, ce sont des cas de figure qui arrivent très souvent et plutôt que de envoyer un mail au client, on va se permettre de modifier très légèrement le document pour que ça passe au niveau de l'impression. Bien sûr, si ça dénature le logo, on va en invertir le plus. On va bouger en quelques dixièmes de millimètre. C'est pas, on va pas réduire votre logo d'un centimètre ou de même 5 mm. Voilà. Non, ça va vraiment réduire que très légèrement. De 0, quelques millimètres. Tout à fait. On a aussi en MSO un problème qui est assez récurrent aussi, c'est les documents qui sont envoyés en RVB. À savoir que nous, en imprimerie, on travaille uniquement avec de l'impression CMJN. Voilà. Attention, les documents qui sont traités en RVB, il arrive parfois que des images soient traitées sur un document en RVB et qui ont des couleurs très pétantes. C'est ça. Très pétante. Le fait de le convertir en CMJN va complètement dénaturer la colorimétrie. Les données RVB sont utilisées pour tout ce qui est écran, tout ce qui est en rapport avec la lumière. Donc en effet, vous pouvez avoir des super beaux visus, logos, même des effets qui sont très très bien en RVB sur votre écran. Tout ce qui est imprimerie, que ça soit papier ou transfert, peu importe, ça va être de la matière. Donc on va travailler en CMJN. Et il y a une grosse différence entre les deux. Tout à fait. Et dernier point, en fait, très important aussi. Donc, comme je disais, en MSO, on a besoin de connaître exactement la couleur des textiles. La couleur des textiles, donc, comme dit précédemment, on met l'amalgame et tout ce qui est imprimé sur un calque. Sur un calque à part, on va faire tout ce qui est fond textile. Hop, donc là, alors à savoir que on peut mixer autant de couleurs textiles qu'on veut sur le même amalgame, il n'y a pas de souci. Aussi, voilà, pareil.
on peut Ça, c'est bien pour notre équipe PAO, ça permet de gagner du temps, ça permet de comprendre ce que vous voulez, mais c'est aussi bien pour vous. Je pense que de faire cette petite étape, vous n'allez pas perdre de temps puisque vous allez pouvoir vous-même contrôler qu'il n'y ait pas un élément parasite ou un élément graphique non voulu ou une erreur tout simplement et de pouvoir corriger. Hein, donc c'est un moyen de contrôle pour notre secteur PAO, c'est sûr, mais pour vous aussi. Voilà. Tout à fait. Donc du coup, comme je vous disais, il n'est pas exclu de mettre plusieurs couleurs textiles sur le même amalgame. Donc là, j'ai grossièrement fait plusieurs couleurs de support pour illustrer ça. On peut faire donc un mix de couleurs textiles et un logo destiné à du textile blanc. Ça, c'est possible aussi. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y a aussi donc en MSO, attention, un problème qui arrive assez régulièrement aussi, c'est que des clients passent commande de MSO avec une sous-couche de vernis transparent. Ah oui. Alors, ouais, attention, parce que beaucoup de clients pensent que c'est une option qui permet en fait de poser les transferts sur n'importe quelle couleur de textile. Mais en fait, non, c'est bien précisé sur le site que c'est pour textile blanc. On va venir mettre une sous-couche de vernis transparent. Et du coup, ces transferts-là seront uniquement posables sur du textile blanc, pour le coup. Tout à fait, parce qu'on n'utilise pas de blanc, on utilise un vernis transparent, donc les couleurs ne sont plus soutenues. Donc sur du blanc, aucune incidence, ou sur des matières très très claires, on va dire, hein, je mesure ce que je dis. En revanche, si vous allez presser ça sur du t-shirt noir ou du t-shirt vert forêt ou bleu marine, obligatoirement la matière aura de ce fait-là une incidence sur les couleurs de votre transfert qui ne sera pas soutenu à ce moment-là. Mais de toute façon, c'est bien précisé sur le site, mais voilà, c'est une erreur qu'on a déjà rencontrée plusieurs fois. Hein, Teng. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Sur ce, moi, alors, certes, il y a beaucoup plus de problèmes que ça, mais ça, ce sont vraiment les gros soucis qui reviennent de manière récurrente. Donc, on n'a pas le temps de faire le point sur tous les problèmes. Bien sûr. Mais en tout cas, ça, ce sont vraiment les plus gros points qu'il fallait aborder. Oui, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on a donc une personne ici dans le chat qui nous remercie, Teng, pour tous tes rappels ou nos rappels. Et voilà, normalement, tu devrais avoir moins d'erreurs dans les prochains jours au secteur PAO. Voilà, donc c'est bien, hein, tant mieux, c'est fait pour ça. On nous demande aussi, alors pourquoi vous n'acceptez pas les fichiers par mail ? Ah, pourquoi? Oui. Alors, en effet, c'est vrai qu'à chaque fois, on précise au client de passer par le site. Pourquoi? C'est tout simplement parce que par mail, en fait, on peut malheureusement lire le mail et passer et le mettre en lu et ne pas traiter la demande du client. Ah oui. Passant par le site, il va y avoir tout simplement un remplacement automatique dans nos archives. Donc, l'ancien fichier est automatiquement remplacé par le nouveau, donc il n'y a plus moyen de se tromper et du coup de traiter avec... Voilà, c'est une garantie parce que si demain la personne mais de toute façon on peut pas faire autrement, mais si on a mis ça en place aussi parce que en effet si on génère un réassort et que la précédente commande il y a eu un changement de fichier envoyé par mail, donc ça n'a pas été enregistré dans les archives. Et donc vous allez vous retrouver avec votre tout premier fichier de base qui était certainement faux ou pas la bonne taille. Voilà, par exemple. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Profitez-en, il nous reste 2 minutes. Moi, pendant que vous pensez à des questions éventuelles, je vais vous rappeler sans trop vous dévoiler de choses que dans les prochaines semaines et bien sûr les prochains mois. Donc là, on approche tout doucement des fêtes de fin d'année.
avec un remue-ménage un petit peu dans l'activité pour les fins d'année, pour les marchés de Noël entre autres. C'est vrai que c'est une période qui va battre son plein. N'hésitez pas à anticiper vos commandes de transfert, de matériel, de consommables, etc. Tout est de toute façon en stock. Tout est dispo sur le site. N'hésitez pas à vous rapprocher de notre service commercial, soit par mail sur contact@transferpresse.fr, soit par téléphone bien sûr au 03 20 161 461 pour être conseillé, pour être guidé. Donc n'hésitez pas, c'est une période de fin d'année où il va y avoir beaucoup de travail et beaucoup de flux, et notamment je pense au transport aussi, de manière générale, donc anticiper les choses, ça peut être une très très bonne idée. Voilà, il y a des bons de commande qui vont voir le jour d'ici à fin d'année, voire début 2024. Donc ça, moi je serais ravi, moi ou un de mes collègues bien sûr, pour vous présenter les prochaines nouveautés. Il y a vraiment des choses assez surprenantes, assez intéressantes qui vont voir le jour sur le site de Transfert Presse. Je répète, on essaye vraiment à chaque fois de travailler là-dessus, sur la nouveauté, sur des bons de commande, sur des produits, un petit peu, et des façons de travailler. Voilà, donc je pense que vous allez être enchantés, ravis de découvrir tout ça. Je vérifie entre deux sur le chat si vous n'avez pas de questions supplémentaires ou complémentaires à ce qui a déjà été posé, ou une nouvelle question, peu importe. Voilà. Écoutez, moi je suis ravi. Merci en tout cas, Teng, de ton aide et de ta présentation, qui est vraiment très très claire et limpide. Et c'est vrai que c'est top. Il n'y a rien de mieux pour qu'on comprenne, c'est d'avoir un visuel. Je laisse encore un petit peu le chat ouvert, bien sûr. Voilà, donc une personne qui nous dit que c'était une bonne petite révision, et qui pourrait reprendre en effet. Merci également, une bonne journée également. Pourrait reprendre aussi le début de cette session pour ceux qui ont rejoint la session un petit peu après son démarrage. Bien sûr, vous pourrez retrouver la rediffusion de ce webinaire, bien évidemment. Voilà, écoutez, moi pour ma part, c'est tout bon. Il est donc midi passé. Écoutez, je vous remercie encore, toute l'équipe de Transfert Presse vous remercie donc pour votre participation aux Journées Portes Ouvertes, la participation bien sûr à ce webinaire, et je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt chez Transfert Presse.